Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui à Palexpo. C'est la première fois qu'on peut à nouveau être tous ensemble pour un club SIG. Donc je vous remercie d'être venus, d'être là au rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Palexpo. Je suis très heureux de vous saluer ici ce matin pour le club SIG Énergie. Cher Christian, merci d'avoir choisi Palexpo pour cette manifestation du renouveau, comme on pourrait l'appeler. Palexpo renaît depuis la fin du mois d'août, après 18 mois d'hibernation. Et nous sommes très heureux de pouvoir reprendre nos activités au service de la collectivité. Un de nos grands projets, c'est la thermique renouvelable. Quand on parle renouvelable, on pense électricité, bien entendu. À Genève, les clients des SIG et les clientes des SIG sont 100% renouvelables, vous le savez très bien. On doit aller plus loin, on doit produire plus, parce qu'aujourd'hui, on couvre un tiers des besoins de la population. Il faut qu'on produise vraiment plus d'énergie renouvelable, et on a le potentiel au niveau notamment du solaire. Et puis, un des domaines qu'on oublie, c'est la thermique. En Suisse, on se chauffe et on se refroidit essentiellement avec du fossile. À Genève, environ 91%. On lance un grand projet de thermie à partir de l'eau du lac, à partir de la géothermie, à partir d'autres sources. Il y a plein d'autres sources. La chaleur produite par les eaux usées, la chaleur produite par les déchets, les rejets de chaleur des centres de données, etc. Il y a un potentiel de chaleur important et un potentiel de froid important, puisque dans le lac Léman, à 45 mètres de profondeur, vous avez une température de 7 à 8 degrés qui permettent de rafraîchir les immeubles de manière naturelle. Donc on a ce potentiel d'énergie propre, d'énergie locale, et SIG va investir environ 1,4 milliard dans les 10 à 15 ans à venir. Ça va générer environ 1,4 milliard, 1,5 milliard d'investissements pour se raccorder à ces réseaux. Donc nous avons un projet de 3 milliards, un projet de 3 milliards qui va faire vraiment du bien à la planète, qui va permettre de décarboner Genève d'ici 2050, qui va faire du bien à l'économie genevoise parce que nous allons créer de la richesse durable, créer de l'emploi aussi, donc c'est bien aussi pour le social. On est complètement dans le développement durable. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Deux éléments principaux. Quelle stratégie d'approvisionnement? Il y a vraiment deux possibilités, deux alternatives qui sont pertinentes. Une stratégie la plus conservatrice de sécurité, on recontracte à long terme, avec le grand bénéfice d'avoir l'avantage du lissage des prix. Parce que les échéances futures 2023, 2024, 2025 sont nettement moins chères que l'année dans laquelle on va entrer 2022. Donc ce lissage peut être très attractif et sécurité absolue. Une autre alternative qui est tout à fait pertinente mais qui est plus risquée, plus opportuniste, c'est de se dire ben non, on va prendre le contre-pied, on contracte à court terme avec l'attente d'une correction de marché qui pourrait arriver à la sortie de l'hiver et qui nous permettrait de recontracter à un prix ayant corrigé plus bas. Risque et opportunité dans cette stratégie. Deuxièmement, et peut-être le plus important, les trois piliers que sont l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique et le déploiement d'énergie renouvelable, ben c'est là qu'il faut accélérer. C'est là-dessus, parce que finalement, tout ce qui n'est pas consommé, c'est une diminution de l'exposition à la volatilité des marchés. La même chose pour tout ce qui est énergie produite localement, dont le prix est déterminé et visible à terme, à l'inverse de tout ce qui est importation marché. Pour vous, est-ce que économiquement c'est intéressant de se raccorder à Génilac? Je dirais indirectement oui, puisque dans le projet Génilac, on avait deux alternatives. On avait des installations vieillissantes, je rappelle, 50 ans. Ces installations, on avait le choix de les remplacer par des nouvelles en allant de manière individualiste à gauche ou à droite, ou bien de se mettre en partenariat avec les SIG et je le dis, baisser les coûts indirectement, puisque ce qui va en tout cas baisser pour sûr, ce sera l'entretien de ces installations. Et ça, c'est un point qui est très important pour moi, parce que je dois aussi trouver des recettes pour diminuer les coûts qu'on facture, les coûts de charges communes qu'on facture aux locataires. Donc oui, ça va nous faire économiser des coûts. Carmen Popescu, quand on voit le travail qui a été engagé à Balexer, ces rénovations et puis ce projet surtout Génilac, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, même si je crois que globalement on sait à peu près ce que ça donne, à quoi ça ressemble, mais quel est l'intérêt aussi pour Balexer d'avoir Génilac? Génilac est un projet de froid. Donc, pour tous ceux qui ont besoin d'une grande quantité de froid, Génilac peut l'apporter.
En même temps, quand un client prend du froid sur Génilac, on peut aussi lui proposer une offre de chaleur. Il y a un bénéfice pour tous, c'est cette mutualisation des réseaux, donc mutualisation d'une infrastructure, l'exploitation et la maintenance assurée par SIG, mais aussi une visibilité dans la durée sur le prix. Et puis, cette économie d'énergie électrique pour la production du froid, en l'occurrence, si on s'appuie sur Génilac, on peut arriver à 80% d'économie d'énergie électrique. On voit surtout une volonté d'optimiser aussi l'outil industriel maintenant, puisque vous avez les panneaux solaires, vous faites une énergie qui est locale. L'idée, c'est maintenant d'aller encore plus loin. On en a parlé avec les groupes de froid. Oui. Sur quels axes vous travaillez maintenant? Alors, sur les groupes de froid, l'idée, c'est on a une installation existante où il y avait 12 tonnes d'ammoniac. Et le but, c'est de redescendre à 250 kg. Donc un bond important qui va sécuriser non seulement l'installation, mais qui, au niveau de la population, est rassurante aussi. Avec les nouvelles installations, pour produire du froid, comme l'a dit Madame tout à l'heure, on en fait du chaud en même temps. L'idée, c'est de récupérer toute cette chaleur sur les 3 appareils bleus que vous avez pu voir sur la vidéo. C'est de récupérer cette chaleur et la mettre à disposition du chauffage à distance. Toute cette énergie récupérée va servir à chauffer d'autres installations, notamment le quartier des Cherpines, qui va se développer à l'horizon de 2-3 ans sur la zone vers chez nous. Vous avez installé une immense centrale solaire sur votre toit. C'est la 2e plus grande de Suisse. C'est l'équivalent de la consommation annuelle de 1350 ménages. Installer des panneaux solaires sur le toit, c'est évident quand on a une aussi grande surface inutilisée? C'est évident. D'abord, nous ne l'avons pas installé. Nous avons mis à disposition notre infrastructure aux services industriels qui, eux, ont construit cette centrale solaire que vous voyez derrière moi. Quand on voit le résultat de ce travail, bien sûr que c'est une évidence. Vous avez à peu près 6 hectares de toit qui étaient inutilisés, les voilà recouverts de panneaux solaires. Nous avons encore à peu près 4 hectares de toit disponibles. Ça coule de source. Ça coule de source. Carmen Popescu, quand on voit le toit de Palexpo, on voit le toit de Palexpo, il y a énormément d'espace. Quand on voit à Genève l'ensemble de ces immeubles, de ces grandes surfaces sur lesquelles il n'y a rien, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un petit coup de boost et essayer d'installer un maximum de ces panneaux sur ces toits? Alors, ça correspond tout à fait à la volonté du canton. Qui a mis des objectifs très élevés. Donc, on est attendu pour, tous ensemble, pour doubler l'installation de la puissance installée d'ici 2023 et voir d'arriver à un facteur x5 en 2030. Donc, dans ce contexte, évidemment, chez SIG, on s'est mobilisé et on a conçu une gamme de solutions que l'on appelle Solaris. Alors, celle qui est la plus commune, c'est Solaris Direct, c'est dont on a bénéficié par l'Expo aussi. Elle ne traite pas que des très, très grandes toitures, on peut avoir des surfaces plus limitées. Elle s'adresse à des industriels, à des clients qui ont des surfaces inutilisées. Ces surfaces seront récupérées par SIG qui installera cette centrale solaire. La centrale, elle va être par la suite exploitée et maintenue par SIG et le client bénéficiera sous forme de contracting de cette énergie. Maintenant, s'il s'agit plutôt d'un immeuble locatif, on peut faire la même action parce qu'il y a toujours un toit. S'il n'y a pas trop d'instruments sur la toiture, on peut trouver suffisamment de place pour installer une centrale. Et des propriétaires aujourd'hui souhaitent partager cette énergie produite sur place avec les locataires. Et ça, c'est réalisable à travers une offre de centrale d'autoconsommation. Yannis Ioannidis, comment est-ce qu'on réfléchit à un quartier quand ça s'étend sur 30 ans et qu'évidemment, toute la technologie autour du renouvelable évolue? On s'est dit, bon, on ne peut pas se permettre
d'imaginer un quartier de 2600 logements à terme, 7000 habitants, sans sauter dans le 21e siècle de plein pied. Effectivement, on a posé un postulat qui était de dire on veut 90% d'énergie renouvelable pour tout ce qui est apport de chaleur. Et on a construit le projet autour de cela, avec les normes de l'époque, mais en allant beaucoup plus loin que les normes de l'époque. Et c'était un point d'entrée, finalement. Et on s'est rendu compte que l'on pouvait mettre au service d'une ambition tant l'urbanisme, l'architecture, la technologie, l'ingénierie financière. Au fond, quand on fixe clairement les objectifs, après, on met en scène le travail de tous les spécialistes autour de cela. Peut-être un petit focus qui me paraît intéressant sur les habitants, en fait. Quels sont les bénéfices attendus pour eux? Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à un autre quartier quelconque à Genève? Écoutez, enfin, les bénéfices pour les habitants, c'est bien évidemment déjà de disposer de chaleur et d'eau chaude sanitaire garantie toute l'année avec le dispositif tel qu'il est prévu, donc en reposant 90% sur des énergies renouvelables. Donc il y a effectivement, la vidéo le décrit, il y a les pompes à chaleur sur la géothermie, il y a la récupération de chaleur de l'air vicié également dans les logements. Il y a également une centrale de chauffage au gaz, je dirais, d'appoint et de sécurité, donc qui garantit aussi ça. C'est important pour nous que le système soit parfaitement robuste et fiable. L'enjeu maintenant, c'est l'entrée effectivement des futurs usagers, des habitants, et de les sensibiliser, je veux dire, aux propriétés en fait, énergétiques de ces bâtiments pour s'assurer qu'ils en fassent aussi un bon usage. Il est ingénieur en énergie, il a travaillé à l'Office fédéral de l'énergie, il a aussi fondé Impact Living, il a fait un petit tour du monde comme ça, dans un véhicule éolio-solaire. Je vous demande d'accueillir Marc Muller pour son exposé. Quoi qu'on fasse, quel que soit l'argent qu'on investit, dans tous les cas, d'ici 2050, on n'arrivera pas à produire plus que la moitié du pétrole qu'on consomme aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui peut se passer en fait face à ça? C'est un peu ce graphique-là. La courbe bleue, ce sera probablement la production max au taquet de ce qu'on peut fournir. Et puis la rouge, c'est la croissance économique. Pour l'instant, la croissance économique est totalement liée à notre consommation d'énergie fossile. Donc si à un moment on est dans une butée, c'est un peu ce qui se passe avec le prix du gaz. À peine on est dans une limite de production, clac, les prix ils augmentent. Et si les prix augmentent, c'est forcément une récession économique parce qu'on n'arrive plus à se payer notre énergie. Et il y a un choc. Après, l'économie redémarre, retombe en butée contre les limites physiques, retombe et petit à petit descend, descend, descend. Différents scénarios de gens qui réfléchissent à ça arrivent à la conclusion qu'on est déjà plus ou moins en échec, plus qu'on est hors des clous en matière de trajectoire, donc on n'arrivera plus à rattraper la pente, on est trop tard. Mais la question, c'est à quel moment est-ce qu'on est échec et mat? Parce que pour passer au système renouvelable, il faut beaucoup d'énergie. Il faut l'extraction minière, il faut créer les panneaux solaires, et ça prend longtemps à développer. Pour isoler les bâtiments, c'est 30 ou 40 ans, et on a besoin d'énergie fossile jusqu'à ce qu'on soit dans une économie circulaire au niveau des matériaux alimentés par des énergies renouvelables. Et si on part trop tard dans la course, on n'aura plus accès à l'énergie fossile pour nous mettre dans la course. Donc à ce moment-là, récession économique, augmentation des prix, conflits sociaux, effondrement du système social, et ainsi de suite. Donc la question, c'est combien de temps on peut encore naviguer là-dedans avant la redescente, qui arrivera de toute façon, qu'elle arrive en 2030, 2040 ou 2050, peu importe, elle arrivera, puisque et l'extraction de gaz et l'extraction de pétrole, même s'il reste des grandes quantités, ne permettra pas de soutenir la croissance continue de la demande. Et on est vraiment dans une fenêtre de tir qui est en train de se raccourcir de plus en plus et qui peut se finir par un échec et mat. Certains pensent que cet échec et mat en 2030 et 2035, à voir la vitesse à laquelle on arrive à réagir d'ici là. Donc on est forcément, quoi qu'il arrive, c'est qu'une question de temps, dans ce graphique-là, j'espère avoir le prix Nobel pour l'avoir dessiné, où en noir, vous avez les émissions de CO2 qui, quoi qu'il arrive, descendront un jour ou l'autre, soit par épuisement des ressources, soit parce qu'on l'aura décidé. Mais quoi qu'il en soit, on aura forcément une descente. La question, c'est est-ce que c'est une descente sous contrôle et on arrive à maintenir une certaine qualité de vie, ou est-ce que c'est la descente sous contrainte, c'est-à-dire avec explosion des prix, descente des prix, montée des prix, grosse casse sociale, effondrement économique, et ainsi de suite, qui mène à une qualité de vie qui est extrêmement faible. Si, par exemple, demain, on a une rupture de l'approvisionnement pétrolier, on ne mange plus. Enfin, on n'a plus moyen d'importer notre nourriture. Enfin, c'est game over. On n'a pas de plan B. Donc cette question-là, comment est-ce que ça va arriver, est aussi un tout petit peu
dramatique, ça c'est sûr, mais on a l'impression qu'on ne va pas arriver parce qu'on a l'impression qu'on est en train de faire des progrès. Et ça, c'est cette courbe bleue que j'ai dessinée, qui est finalement l'explication de tout ce qu'on a vu ici. C'est que finalement, étant donné qu'on est dans un système technique avec des infrastructures qui sont très vieilles, c'est vraiment pas très difficile, avec les nouvelles technologies, d'avoir des gains. Donc si vous passez de la voiture essence à la voiture électrique, vous avez un gain tout de suite. C'est moins cher, il y a moins d'entretien, ça va mieux, etc. Donc vous avez un gain qui est réel. Si vous passez des panneaux solaires chez vous, vous avez une diminution de votre facture d'électricité. Donc tout de suite, vous avez un gain. Mais ça ne remplace pas suffisamment vite nos modes de consommation globaux, ce qui fait que forcément, après, on a cette courbe qui commence à descendre, parce qu'une fois qu'on a fait ces petits efforts, eh ben, après, il y a l'effort suivant qui vient, et puis pour arriver à zéro carbone, ben, en fait, les efforts suivants sont beaucoup plus compliqués. Comment est-ce que la laiterie réunie va faire pour gérer les émissions de méthane du bœuf? C'est une question qui est beaucoup plus complexe que comment poser des panneaux solaires. Et ça, c'est les challenges qui nous attendent pour les années 2030 et ensuite, et qui demandent des réponses qui sont beaucoup plus complexes et qui touchent beaucoup plus au mode de vie. Donc si on regarde un petit peu les chiffres, ce n'était pas pour vous démoraliser, mais quand même, on peut dire que 50 à 60% de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas se décarboner. Elle peut s'améliorer un peu, faire penser qu'elle va y arriver parce qu'elle a des chemins d'amélioration possibles, mais au bout du compte, le modèle d'affaires de base n'est pas décarbonable. Donc un emploi sur deux devront de toute façon changer et disparaître, et c'est une bonne chose que ça disparaisse, parce que des entreprises comme les SIG ou toutes les PME qui sont actives dans la transition désespèrent à trouver de la main-d'œuvre. C'est très difficile à trouver de la main-d'œuvre. Donc on a absolument besoin de libérer ces espaces pour que ceux qui se mettent en transition avec la possibilité technique d'y arriver le fassent le plus vite possible. Et surtout, on a des champions en Suisse. Ça n'existait pas à l'époque, il y a 15 ans, on n'avait pas de champion de la transition, il n'y avait pas une dynamique. Aujourd'hui, il y a déjà quelques grandes entreprises qui s'y mettent vraiment. Ensuite de ça, on a des PME qui sont vraiment au taquet dans ces domaines-là. Et il faut vraiment parier, soutenir ces chevaux de course. C'est ceux qui vont vraiment pouvoir défricher les modèles d'affaires, qui vont pouvoir essayer des nouvelles choses, qui vont un peu ruer dans les brancards et qui vont nous montrer quels sont les chemins qu'on va prendre collectivement ensemble. L'urgence climatique, ça a été souligné par tous les orateurs. Elle est là. Devant nous, nous avons un gros challenge. Et ce challenge, pour SIG, nous pouvons le réussir que si nous sommes ensemble. Parce que chacun, face à ce défi, chacun de ce côté, nous n'y arriverons pas. C'est pour ça qu'SIG se place comme votre partenaire en déployant des solutions qui sont toujours, qui rentrent dans la transition énergétique, qui sont toujours des solutions de plus en plus écologiques, de plus en plus respectueuses de l'environnement, de plus en plus bas carbone, et pour vous accompagner tout simplement dans cette transition énergétique.